Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, direction les abords de la place des Vosges à Paris, où se trouve la demeure d'une figure emblématique de la littérature française, la maison Victor Hugo. Clara Daguin fait rimer mode et nouvelles technologies, une créatrice lumineuse qui déconstruit les codes fashion. Quand les dessous passent dessus et ne se font plus discrets du tout, c'est que le monde couture s'en est emparé, aujourd'hui en mode lingerie. Vous trouvez les perles ringardes, détrompez-vous. Clémentine Despoc donne un coup de pied à l'héritage de grand-mère avec des créations décalées. Et avant de retrouver la créatrice Clara Daguin, tout de suite le point de vue. En 1899, l'artiste Camille Claudel essuie une vilaine rupture avec le sculpteur Rodin. Loin de se laisser abattre, elle signe l'imposant bronze L'âge mûr, représentant un homme tiraillé entre deux femmes. Vous l'aurez deviné, l'homme en question est bien l'ex de Camille, Rodin. Et les deux femmes, eh bien, celle qu'on nomme l'implorante qui essaye de rattraper son amour, c'est elle. Et la vilaine vieille dame décharnée de l'autre côté serre le portrait d'une rivale. Drôle de manière de régler ses comptes. Ah, l'île de beauté, elle ne porte pas ce nom pour rien, et cet ouvrage nous le fait bien savoir. Ici, c'est bonnes adresses only, et pas question de se retrouver sur la plage avec tous les Parisiens en exil, mais bien de découvrir la Corse des vrais Corses. Corse Petit Atlas hédoniste s'impose comme un véritable guide qui vous emmènera en voyage au fil des pages à travers des photos artistiques et un graphisme épuré. Si jamais vous ne saviez pas où partir cet été, si on vous dit Édicule Guimard, vous répondez entrée de métro. Et oui, derrière ce nom étrange se cachent les emblématiques accès du métro parisien. En 1899, la compagnie de chemin de fer organise un concours de réalisation d'édicules. N'arrivant pas à se mettre d'accord avec la ville de Paris sur le gagnant, l'architecte Guimard, qui n'a même pas concouru, est présenté. Et bingo, il fait l'unanimité. Elles sont devenues depuis un véritable emblème pour la ville. Avis aux amateurs de littérature. Dans Tous au musée, nous rendons une petite visite à la maison de l'écrivain Victor Hugo, un lieu chargé d'histoire. Victor Hugo est déjà très célèbre quand il s'installe ici, place Royale, l'ancien nom de la place des Vosges. Le public, quand il vient voir quelque chose qui s'appelle Maison de Victor Hugo, veut avoir le sentiment de rentrer dans l'intimité de Victor Hugo, de visiter un vrai appartement. Chaque fois qu'on a pu intégrer un objet original, on l'a fait. Depuis 1902, le deuxième étage du 6 place des Vosges à Paris raconte la vie de son plus célèbre locataire, Victor Hugo. L'auteur des Misérables ou de Notre-Dame de Paris a vécu ici entre 1832 et 1848. L'entrée de l'appartement rend aujourd'hui hommage à son œuvre immense à travers des peintures et sculptures qui l'illustrent. Et ce n'est pas tout. Ici, les tableaux ont beaucoup de choses à raconter. Derrière moi se trouve un portrait de Victor Hugo et son fils Victor, qui est peint en 1836, donc ici même, et qui est un tableau intéressant par les éléments de décor qu'on peut voir autour. Il était difficile de reconstituer à l'identique un appartement de Victor Hugo, mais on s'en est un peu inspiré justement pour les tentures, les rideaux, et donner cette atmosphère un peu très, très riche des intérieurs du 19e siècle. Mobilier et effets personnels de Victor Hugo rythment la visite. Mais les rassembler n'a pas été si simple. Tous les meubles ont été vendus lorsque l'écrivain s'est exilé et ses proches amis, dont Paul Meurice, initiateur du musée, en ont racheté quelques-uns. Théophile Gautier, dans un article qu'il consacre à la vente, regrette justement cette dispersion. Donc je pense que leurs écrivains n'étaient pas forcément très riches. Ils ont souhaité garder un souvenir, sauver des choses. En plus d'avoir de très bons amis, Victor Hugo était un homme de multiples talents, dont certains plus surprenants, comme la décoration d'intérieur que révèle cette pièce, le salon chinois. Alors, Victor Hugo, quand il est décorateur, décore la totalité du cube, les plafonds, les murs, le sol avec la moquette.
Une cheminée redessinée, des porcelaines, des panneaux muraux. Ici, la plupart des objets étaient destinés à Juliette Drouet, la femme de sa vie extra-conjugale. Et si Victor Hugo laisse souvent ses initiales derrière lui, ce n'est pas forcément par narcissisme. Le V et le H, ça fait partie du dialogue amoureux qu'il a avec Juliette à travers le décor. C'est une passion qu'ils ont en commun. C'est une façon de marquer dans le décor leur vie de couple, parce qu'ils vivent proches l'un de l'autre, mais pas ensemble. Victor Hugo, auteur, décorateur et même designer. Autre pièce, autre talent, dans la salle à manger. C'est son goût pour le mobilier revisité qui s'y expose. Victor Hugo achète des meubles d'origine diverse. Et quand cela arrive chez lui, il fait tout démonter et tout réassembler par ses menuisiers pour avoir des meubles à sa fantaisie, dont il fait lui-même le dessin, parce qu'il aime ces meubles très architecturés, avec des creux, des vides, où il peut aussi incruster des éléments. Et il s'amuse beaucoup de ses créations, avec un esprit de contradiction et son humour particulier. Et dans son bureau vert, à la mode de l'époque, entre les tableaux et bustes à l'effigie d'un Victor Hugo au sommet de sa gloire et de son âge, se trouve son bureau d'écriture, rehaussé par ses soins. Il était installé dans sa chambre, ce qui fait que le matin, quand il se levait, qu'il était à sa toilette, eh bien, s'il avait une idée qui lui venait, il notait tout de suite. Ces petites notes, ce sont des fragments de Victor Hugo, des idées couchées sur les premiers morceaux de papier venus. Des trésors désormais conservés à l'abri des regards dans la bibliothèque du musée. Ici, par exemple, je vois Reine Anne, donc ce sont des copeaux pour l'homme qui rit. Sur une feuille de papier qui a été utilisée seulement dans un sens, vous voyez, avec des notes, plusieurs directions, et puis une mention à brûler, mais heureusement, qui n'a pas été exécutée. Cette maison est ainsi comme un héritage déployé en un musée qui retrace la vie de cet homme. Des fragments de vie jusqu'à sa chambre où trône le lit dans lequel Victor Hugo, le phare du romantisme, s'est éteint. Qu'elles réagissent à la température, au mouvement ou au son, les pièces de Clara Daguin nous montrent que mode et innovation font bon ménage. Ce qui m'inspire principalement, c'est vraiment l'époque actuelle, où on est à un espèce de moment où la technologie devient vraiment omniprésente. On en a besoin et en même temps on en a un peu peur, et c'est tout ça vraiment que je trouve très intéressant entre l'humain et la technologie. Des silhouettes qui s'illuminent, des corps qui réfléchissent, les créations de Clara Daguin sont visionnaires. Repérée en 2016 au Festival de Hyères, la jeune créatrice défie l'univers du textile par ses collections innovantes, mêlant haute couture, recherche technologique et témoignages artistiques. Pour la pièce Atome, qui est une pièce qui réagit au son, toute la broderie est en forme d'onde sonore. Même les perles sont brodées de façon à faire des ondes, des ondulations. Donc il y a une idée comme ça visuelle qui traverse tout du concept jusqu'au plus fin détail en fait. Démonstration en musique. Pour cette pièce-là, c'était de la musique. Pour le gros bomber, qui était la version plus couture, c'était le mouvement. Donc quand on bouge autour, en fait, ça fait fluctuer les couleurs de la lumière. Pour Aura, c'est la température, la captation de la température du corps qui fait que quand on rentre dans le vêtement, ça s'illumine. Donc le rapport au corps est très important puisque c'est un vêtement, c'est la seconde peau, c'est la phase avant que la technologie arrive dans le corps, elle est sur le corps. Là, on est sur une broderie qui s'apparente à des côtes au thorax. Et on a un capteur de rythme cardiaque qui vient se clipser sur l'oreille et qui va faire illuminer, pulser la broderie. Et après, on a des perles, des tubes et des broderies qui vont soutenir le circuit, qui est fait en fil conducteur. Une technologie sophistiquée qu'elle intègre dès le dessin des modèles qu'elle imagine sur ordinateur. Il y a vraiment un effet de surprise quand on travaille à l'ordinateur. Ça va très très vite, donc on peut superposer des images, faire des manipulations
un peu bizarres qui font que d'un coup on a des formes qui se révèlent qu'on n'aurait pas forcément imaginé tout seul. Ça se passe tout en simultané, c'est-à-dire qu'on a l'image de un peu le graphisme global de la pièce qu'on veut avoir à la fin. Donc il faut penser le circuit en même temps que la broderie, c'est-à-dire qu'il faut imaginer comment organiser les LED par exemple d'une certaine manière pour que ça suive le graphisme de la broderie, mais il faut aussi imaginer la broderie pour qu'elle puisse être un support, un soutien pour le circuit. Par exemple, parfois j'utilise des petites LED, enfin des petites perles en verre qui vont faire comme des petits ponts, des petits murs en fait, pour que les LED se calent dessus et ça, tout va ensemble en fait. Un travail peu commun dans le métier de la mode qu'elle confie aux petites mains de son atelier, comme sur cette robe univers qui retrace au fil conducteur les dessins des constellations. Et puis vous avez bien réussi à avoir tous les bleus du même côté, c'est cool. Ouais, on a trouvé la technique. Là. Trop bien. Je trouve ça hyper intéressant de voir autre chose, en fait, de mêler une activité qui soit traditionnelle, donc la broderie, et aussi d'insérer une nouvelle technique que je connais absolument pas et qui m'attire, et de créer en fait un vêtement qui soit déjà super joli quand la lumière s'active. C'est vraiment c'est super sympa, je trouve. De vraies œuvres d'art expérimentales et interactives que Clara aime aussi décliner en version prête à porter. Ça, c'était le tout premier bomber avec cette idée d'autoroute. Donc, on avait un peu les traces de marque sur le bitume, par exemple, dessinées ici en plissé. Je trouve que c'est important d'avoir une déclinaison que les gens peuvent s'approprier. Pour faire partie aussi de l'univers et pas que ça soit juste des pièces très artistiques auxquelles on n'a pas accès du tout. Quel que soit le modèle, les vêtements de Clara nous parlent toujours d'avenir et de lumière. Bonjour Clara. Bonjour. Vous avez grandi dans la Silicon Valley, votre père est ingénieur, il vous a aidé peut-être avec vos premières pièces, j'imagine, mais la mode, ça vous a toujours fasciné également. Oui. C'était un peu les deux qui se sont rejoints dans un métier. Oui. Au départ, j'ai fait plutôt des études plus larges, j'ai fait du graphisme, je faisais des sites internet aussi, et j'avais expérimenté tout ce qui était photo, gravure, plein de choses, la peinture et tout ça. Toujours avec la mode et le vêtement un peu en arrière-plan, parce que j'avais une grand-mère qui était couturière et puis elle m'apprenait à faire des patronages et tout ça. Et en fait, quand je suis arrivée à Paris, après un périple en Inde et après avoir fini mes études aux États-Unis, je me suis rendu compte que la mode, ça pouvait être aussi un vecteur de création, de communication d'une idée. J'ai découvert Margiela, j'ai découvert Chalayan, tous ces créateurs en fait, qui utilisent la mode vraiment pour exprimer quelque chose. Et c'est là où j'ai commencé à intégrer ce côté plus technologique de ce que j'avais fait dans les sites internet, dans le vêtement. Votre mode est connectée, bien sûr, mais pas connectée vers l'extérieur comme nous, on peut l'entendre, mais c'est plutôt une fenêtre sur l'intime, sur l'intérieur. Comment on pourrait la décrire ? Exactement comme ça. L'idée, c'est pas d'avoir un capteur qui va recevoir des données et qui va les envoyer sur un serveur pour, je sais pas, pour avoir des datas, entre guillemets, ou ce genre de choses. C'est plus, oui, pour exprimer quelque chose. Par exemple, un capteur de rythme cardiaque peut exprimer ce qu'on ressent visuellement vers l'extérieur. Un capteur qui va capter, par exemple, le son d'extérieur va immerser la personne qui porte le vêtement dans son environnement. Vous créez avec vos créations un pont entre la machine et l'humain, à une époque où l'intelligence artificielle n'est plus du tout un projet futuriste. C'est quelque chose de nécessaire à votre avis ? Oui, parce que sinon on sert à quoi en fait en tant qu'humain si tout peut être fait par des machines. Je trouve que, par exemple dans mon travail, l'utilisation de la main et tout ce qui est savoir-faire artisanal, etc. est hyper important parce que ça permet déjà d'intégrer des choses qui ne sont pas vraiment intégrables. Il n'y a pas de machine qui existe forcément pour faire des choses aussi minutieuses. Et l'irrégularité parfois de la main crée de l'émotion plus que quelque chose qui est très carré, très statique. Alors, vous êtes tournée vers la haute couture. Parfois, vos vêtements nécessitent plus de 600 heures de broderie. Comment ces vêtements s'intègrent au quotidien ? Comment sont-elles portables ?
Alors pas forcément portables au quotidien, justement, c'est plus des pièces qui vont être comme des objets spéculatifs. Ce sont des pièces d'art, des œuvres d'art pour vous? On pourrait les apparenter, oui, à des pièces d'art qui sont d'ailleurs exposées parfois dans des galeries, dans des musées. C'est quelque chose qui va être porté pour un événement ou pour, je sais pas, un clip vidéo ou quelque chose comme ça, qui va être plus artistique que quelque chose du quotidien. Ce qui est étonnant dans vos créations, c'est que la beauté, l'esthétique reste quelque chose de très, très important. Ah oui, c'est la chose la plus importante. Si c'est pas beau, ça sert à rien. Ça sert à rien, je trouve. Les technologies sont hyper poussées, avec des interactions super et tout ça, mais en fait, je trouve que quand ça reste trop dans le visuel, dans l'imaginaire un peu robotique et futuriste, justement, ça fait gadget. Alors que quand on ramène quelque chose de plus artistique, de plus fluide et abstrait, tout d'un coup, on a une confrontation qui est intéressante et là, ça devient beau. Vos vêtements décryptent notre époque, en quelque sorte. Comment est-elle, notre époque? Elle est bizarre. C'est une époque un peu entre deux, où peut-être que dans 100 ans, on sera un peu des cyborgs ou on sera des mélanges d'humains et de machines. Et là, on avance un peu à tâtons. On a tous le téléphone portable collé à la main, mais peut-être que, je sais pas, plus tard, on aura tout dans la tête, je sais pas. Et comment votre mode, elle évolue dans tout ça? Elle intègre justement des technologies tout en gardant à l'esprit ce qu'est l'humain et qu'il ne faut pas perdre aussi ce côté humain. Merci Clara. Merci beaucoup. Un style sans dessus-dessous dans Mode avec un zoom sur la lingerie. Cette dernière n'a plus rien à cacher et les créateurs nous le font savoir à grands coups de défilé. Est-elle provocante, sexy, libératrice ou contraignante? Faut-il la cacher ou la normaliser? Quand la lingerie se montre, les débats font rage. On touche aux politiques de l'intime, chargées de symboles et d'enjeux d'émancipation, mais aussi à l'obsession de l'homme pour la sculpture du corps. Dès le Moyen-Âge, les ancêtres de nos dessous ont pour fonction de transformer l'apparence. Corps à baleine, pourpoint, crinoline et faux cul modèlent la silhouette et contraignent le corps, souvent jusqu'à l'évanouissement. Ce n'est qu'à l'aube du XXe siècle que des créateurs comme Paul Poiret ou Madeleine Vionnet défendent une ligne naturelle. Depuis, la mode ne cesse de réinventer la lingerie qui, de dessous caché, devient un vêtement à part entière, comme on le voit chez Rock. On pense aussi bien sûr à Jean-Paul Gaultier et son corset mythique, à Christian Lacroix ou à Vivienne Westwood. Chez Chanel, Virginie Viard le traite comme un haut, simplement porté sous une veste et embelli de parures. Chez Dior, Maria Grazia Chiuri s'est faite spécialiste du genre. Fidèle à la ligne du New Look, créée par Christian Dior en 1947 et qui imite le corset, elle s'inspire de ces lignes, joue sur la transparence pour suggérer une allure fluide et délicate. Plus que jamais célébrés, les sous-vêtements ont même leur propre défilé chez Victoria's Secret ou encore chez Etam, qui mêle mode, dessous et tenue de sport dans une parade géante qui respire la bonne humeur et la liberté des corps. Car l'important n'est pas tant la lingerie, mais tout ce qu'elle suggère. Chez Saint-Laurent, collants, body et soutien-gorge incarnent cette liberté dans une veine fantaisiste, une mode qui évolue à l'air libre, affranchie des conventions. Chez Valentino, Pier Paolo Piccioli transforme la nuisette en robe. Une démonstration de poésie qui rend hommage au savoir-faire exceptionnel des ateliers de couture italiens. Tout
comme Kim Jones chez Fendi, où le dessous s'intègre à des silhouettes luxueuses. Plus que jamais, son message est symbole de progrès. On ne transforme plus le corps, mais on l'expose pour mieux le célébrer. Les perles sortent de leur coquille avec la joaillière Clémentine Despoc. Elle donne à ses créations des accents rock qui mettent cette précieuse bille à l'honneur. Ce qui me semble incroyable avec le bijou, c'est qu'il n'a pas une fonction essentielle, il ne nous aide pas à manger, etc. Mais en fait, on l'a inventé avant le feu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a trouvé un caillou, un coquillage, une ficelle, on se l'est mis autour du cou et en fait, on a créé du bijou, quoi. J'ai vraiment travaillé un peu comme une chercheuse, c'est-à-dire j'ai des perles, je vais travailler avec, je vais les couper, je vais les brûler, je vais les poncer, on va voir ce qui se passe. Les bijoux de Clémentine Despoc, c'est un monde tout entier de poésie, un brin espiègle qui tourne autour d'une matière, la perle. Déjà, ce qui me plaît dans la perle, c'est que c'est une matière naturelle. Ça veut dire qu'on ne sait jamais réellement sur quoi on va tomber. La perle, ça a un côté très bourgeois, très grand-mère. Et finalement, suivant comment on va venir la travailler et suivant comment moi je vais apporter ma vision du bijou à la perle, ça en devient une matière aussi contemporaine. C'est-à-dire que voilà, elle va être complètement dépoussiérée, elle va devenir un peu plus rebelle. Je crée aussi une autre imagerie de la perle. Formée aux techniques traditionnelles et contemporaines de la bijouterie, mais aussi au design industriel, Clémentine Despoc bouscule les codes classiques de son matériau fétiche. Un matériau pluriel, puisque ces petites billes de nacre, nées dans les coquillages, ont bien plus d'une identité. On a la perle qui est ronde, qui est blanche, c'est plutôt celle qu'on a dans l'imaginaire collectif. Mais elle peut tout à fait être légèrement ovale, elle peut être rose, et même en termes de forme, parce qu'on s'arrête souvent sur la perle absolument ronde, mais il existe voilà, des perles qu'on va dire baroques, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont des petits gaudrons, des petits bourrelets, et finalement, elles sont plutôt écartées des grandes enseignes, parce que pas parfaites, mais moi, ce que j'aime, c'est prendre ce qu'on appelle ses défauts pour en créer du bijou. Bien souvent, Clémentine commence son travail en bravant un interdit. Elle perce ses fragiles perles. Donc là, après avoir marqué la perle, je vais la percer. Et comme c'est une matière vivante et qu'elle craint la chaleur, je vais la tremper plusieurs fois dans l'eau pour pas qu'elle monte en chaleur. Tout en douceur, elle creuse de minuscules trous de quelques millimètres. Ah, j'ai exactement les mêmes outils qu'un dentiste, sauf que moi, je ne les désinfecte pas en fin de journée. Ces petits trous doivent ensuite accueillir des inserts bien particuliers. Clémentine les boule elle-même avec un fil d'argent et un chalumeau. C'est sa manière de repenser la relation entre le métal et la perle. Normalement, le métal dans le bijou classique avec la perle, il est simple support. Et tout d'un coup, là, il va avoir toute sa place en tant que matière. Et du coup, je vais jouer avec leur contraste, c'est-à-dire le métal, c'est dur, la perle, c'est fragile, que ce soit leur couleur, leur brillance. Et à partir de là, en jouant avec ces deux matières, je vais créer une sorte d'harmonie. Et du coup, ça va créer un bijou entre force et délicatesse. Comme dotée d'une crête, la perle se montre sous un nouveau jour audacieux. Et même lorsque le métal s'en tient à un rôle de support, Clémentine lui confère de nouvelles propriétés pour le garder au premier plan. Parfaitement lissé sous ses outils traditionnels, elle le recouvre d'une patine pour le noircir. Voilà, à la fin, on obtient ce type de pièce où l'argent est noirci et vient se mêler et s'harmoniser avec la perle qui est toute blanche. Je pense que, comme mon travail, j'ai un caractère qui est rebelle. Pendant mes études, on m'a souvent dit « Attention, la perle, c'est fragile ». On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas la toucher. Donc c'est vrai qu'une fois les études finies, j'avais une perle en main. Je me suis dit « Tiens, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup je la perce, je l'ouvre en deux ?»
C'était très jouissif de se dire que je faisais tout ce qu'on m'a dit de ne pas faire pendant mes études. Clémentine Despoc a sans doute trouvé la recette pour exprimer sa vision de la perle, un art délicat, minutieux, aux petits airs subversifs. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!